Bienvenue dans cette nouvelle saison d'Ask-Estago, le podcast dédié à vous fournir des réponses d'experts à vos questions d'experts en hémostase. Je suis Dana Hazard, attachée scientifique chez Stago, et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Pour cet épisode, nous allons aborder un paramètre spécialisé, les monomères de fibrine. Nous reviendrons sur les bases de la formation des monomères ainsi que leur utilité clinique en pratique. Pour traiter ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir Dr Jean-Pierre. Dr Jean-Pierre, vous êtes biologiste au laboratoire d'hémostase au CHU de Lille. Vous faites partie du conseil d'administration de la SFTH. Vous avez une longue liste de publications, notamment sur la maladie de Willebrand. Vous faites également partie de l'équipe de recherche INSERM unité 10-11 dirigée par le professeur Suzanne, toujours à Lille. Docteur Jean-Pierre, quand on a commencé à réfléchir à l'invité pour cet épisode, votre nom nous est tout de suite venu à l'esprit. Effectivement, les monomères de fibrine est un paramètre que vous connaissez bien, que vous utilisez dans votre laboratoire. Je suis donc ravie de vous recevoir et je vous remercie infiniment d'avoir accepté cette invitation. Bonjour à tous et merci effectivement pour cette invitation à participer à ce podcast. Pour commencer et avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce qu'on peut déjà rappeler nos éditeurs ce que sont les monomères de fibrine, comment ils se forment in vivo ? Donc, les monomères de fibrine apparaissent lors de l'activation de la coagulation. C'est lors de la première étape de la coagulation, l'action de la thrombine sur le fibrinogène, qui va entraîner d'une part donc le clivage de ce fibrinogène en d'une part les monomères de fibrine et d'autre part les fibrinopeptides A et B. Et ensuite, ces monomères de fibrine vont s'organiser pour former un réseau de fibrine d'abord instable, qui sera ensuite stabilisé, se polymérisera pour se stabiliser avec enfin le facteur 13 pour former vraiment le caillot. Donc il y a vraiment, les monomères de fibrine sont vraiment le reflet de la première étape d'activation de la coagulation et c'est très intéressant en tant que biomarqueur donc précoce d'un état pro-thrombotique. Sur cette base, quelle serait la signification clinique des monomères de fibrine en pratique ? En d'autres termes, aujourd'hui, pour quel bilan biologique les monomères sont-ils prescrits ? Alors, il y a eu de nombreuses études qui se sont intéressées à leur intérêt clinique, leur utilité clinique. Certaines concluent à des résultats intéressants, un intérêt significatif, d'autres sont plutôt neutres ou négatifs. Mais en théorie, les monomères de fibrine pourraient être un marqueur intéressant du risque thrombotique, donc d'évaluer finalement un risque d'hypercoagulabilité, puisqu'ils sont, comme on l'a dit tout à l'heure, la première étape de l'activation de la coagulation. En pratique, aujourd'hui, les monomères de fibrine, c'est principalement l'indication, c'est principalement la coagulation intravasculaire disséminée. C'est vraiment dans le diagnostic et le suivi de la CIVD qu'ils sont utilisés. La CIVD, c'est un syndrome acquis qui entraîne une activation systémique excessive de coagulation par génération excessive finalement de thrombine. Et il va y avoir donc formation excessive de thrombine, donc de fibrine, et une consommation de plaquettes, de facteurs et également d'inhibiteurs de la coagulation. Et globalement, ce processus provoque la formation de thrombines disséminées qui peuvent aboutir finalement à la défaillance d'organes et avec un risque donc de syndrome de défaillance multiviscérale. La CVD est un syndrome complexe qui dépend vraiment du patient et surtout de la pathologie qui est associée, parce qu'il y a toujours une pathologie sous-jacente. Et il est toujours intéressant d'avoir un diagnostic le plus précoce possible, donc de pouvoir faire le diagnostic dès l'état de pré-CIVD. Et dans ce contexte, les monomères de fibrine sont un marqueur quantitatif vraiment très intéressant, spécifique et précoce de l'activation de la coagulation. Donc le dosage des monomères de fibrine peut aussi être prescrit dans d'autres circonstances que la CIVD, donc dans toutes finalement les situations où il peut y avoir une activation de la coagulation et un état prothrombotique, donc la grossesse, l'embolie pulmonaire, les thrombosveneuses profondes, les polytraumatismes et la TIH effectivement, mais là, dans ce contexte-là, la pertinence clinique reste à définir.
Super, donc que des pistes de développement pour ce paramètre, si on comprend bien, vraiment, il a tout son intérêt parce que précoce et spécifique d'un état prothrombotique. De point de vue très pratique, nous lisons parfois que l'interprétation des monomères est délicate en raison de l'absence de seuil clairement et largement validé. Pourriez-vous nous apporter votre éclairage sur ce point, s'il vous plaît? Il me semble que cette question a été abordée dans votre analyse publiée en 2023, portant sur une année complète d'activité au CHU de Lille. Alors effectivement, au CHU de Lille, nous avons défini 3 seuils. Le seuil, donc un seuil d'absence d'augmentation, un seuil normal, donc inférieur à 6 microgrammes ml. Entre 6 et 50 microgrammes ml, on parle d'augmentation modérée. On a ensuite scoré ces différents seuils, j'y reviendrai. Et supérieur à 50 microgrammes ml, on parle d'augmentation forte. Et donc, modéré, on cotera 2 points, et augmentation forte, on comptera 3 points, pour essayer d'associer finalement des points à ces seuils et permettre de les utiliser pour le calcul des scores de l'ISTH de la CVD. Le score d'ISTH est dépendant en fait de la valeur d'un marqueur relatif de la fibrine. Donc pendant cette étude, on avait mis en évidence qu'il y avait une part des dossiers dont l'interprétation médicale du score pouvait être modifiée en fonction du seuil de monomère de fibrine choisi pour l'attribution de ces 3 points qui donc modulaient forcément le score de CVD. Alors, cependant, les nouvelles définitions et propositions du score de l'ISTH proposées par le sous-comité de l'ISTH en fin d'année dernière ne donnent plus la possibilité finalement d'utiliser les monomères de fibrine dans le score, puisqu'ils ne proposent que les dédimères, pour la simple raison que les dédimères sont beaucoup plus répandus au niveau des laboratoires, et que les seuils ont été plus simplement définis. Mais bon, même si effectivement ils n'interviennent plus dans le calcul du score de l'ISTH, les monomères de fibrine restent quand même utiles, et en particulier en comparaison, avec les dédimères. Donc aujourd'hui, concrètement, quand vous avez une demande de CIBD, même si les monomères ne servent plus pour le calcul du score, vous les réalisez quand même en même temps, systématiquement avec, les dédimères, c'est bien cela? Oui, tout à Ouais, fait. Dans ouais. tous les bilans de CVD, il y a monomères de fibrine et dédimères. Et on verra même après que les monomères de fibrine sont en priorité réalisés dans les bilans de CVD. D'accord, c'est très clair. J'aimerais aussi recueillir votre avis sur l'utilisation d'un rapport des dimères FM. Effectivement, nous lisons de plus en plus que certaines équipes, afin de s'affranchir peut-être de cette problématique de seuil, ont choisi de s'intéresser davantage à un rapport entre ces deux marqueurs, les dédimères et les fibrines. Qu'en pensez-vous? Eh bien, effectivement, l'intérêt de ce rapport monomère de fibrine sur dédimère repose sur la différence de demi-vie de ces 2 marqueurs. Donc les monomères de fibrine ont une demi-vie très courte, ils apparaissent précocement, alors que les dédimères ont une demi-vie, déjà apparaissent plus tardivement au cours de la CVD et ont une demi-vie plus longue. Donc l'intérêt de ces rapports a été mis en évidence, par exemple, par nos collègues de Brest, dans une étude dans des contextes de situation obstétricale, où ils ont pu mettre en évidence que, au début de la CVD, on a des rapports monomères sur des dimères qui sont supérieurs à 10, qui sont vraiment le reflet de l'activation de la coagulation, de l'état prothrombotique. À la phase stationnaire de la CVD, le rapport monomère des dimères est compris entre 7 et 10, et il reflète finalement l'équilibre entre la fibrinoformation et la fibrinolyse. Et lorsque le rapport monomère sur dédimère devient inférieur à 7, à ce moment-là, on est dans la phase plus de fibrinolyse qui prend le pas sur la fibrinoformation, et donc dans une évolution favorable. Alors, bien que significative dans notre population de grande taille, quand on a fait notre étude en 2023,
La corrélation entre monomères de fibrine et des dimères, elle aurait été assez faible pour ces paramètres avec ces cinétiques et physiopathologies distinctes. Mais on calcule quand même souvent le rapport entre ces deux marqueurs dans certaines situations médicales. Et l'intérêt, franchement, serait de continuer à faire des études ultérieures pour valider le suivi de ce ratio comme indicateur de l'équilibre entre vraiment fibrinoformation et fibrinolyse dans le contexte de CIED, mais aussi peut-être dans d'autres contextes. Très bien, nous attendons donc ces études pour exploiter encore davantage ce rapport. Maintenant, j'aimerais avoir votre retour d'expérience sur l'appropriation de ce marqueur par les cliniciens prescripteurs. Effectivement, les monomères de fibrine peuvent être considérés, entre guillemets, un paramètre relativement récent. Comment vous avez fait au CHU de Lille pour favoriser son adoption au sein des différents services prescripteurs? Alors, c'est vrai que les monomères de fibrine sont arrivés il y a une petite vingtaine d'années, hein, si je ne m'abuse. Et dès leur arrivée sur le marché, on avait rencontré les cliniciens dans le cadre de revues de prescription qu'on fait assez régulièrement. Et donc, nous avions présenté les monomères de fibrine. Et ils font partie intégrante du bilan de CVD depuis leur utilisation il y a une vingtaine d'années. Et dans les services de réanimation, les cliniciens ont même carrément fait le choix des monomères de fibrine comme marqueur de CVD de première intention. Et du fait de cette demi-vie courte dont on parlait tout à l'heure et de leur intérêt pour évaluer un état vraiment de pré-CVD. Et ça a convaincu les services de réanimation d'utiliser avec le bilan classique de CVD, donc TP, TCA, facteur 2, facteur 5, fibrinogène et la numération plaquettaire. Donc c'est leur valeur prédictive négative qui est intéressante dans ce contexte. C'est vraiment ça qui est important. Et les D-dimères sont ajoutés ensuite par les biologistes lors de la validation du bilan. C'est-à-dire qu'en fonction du bilan, on ajoute ou pas les D-dimères et ce sera ensuite l'évolution et la cinétique de ces deux marqueurs qui va permettre d'évaluer la CVD et de voir si on est plutôt dans une phase d'activation de la coagulation ou dans une phase fibrinolytique. Dans le domaine de l'obstétrique, ça aussi, c'est intéressant de le noter. Dans le domaine de l'obstétrique, l'intérêt majeur des monomères de fibrine est que leur taux ne varie pas au cours d'une grossesse normale, à la différence des D-dimères. Donc, l'augmentation des monomères de fibrine sera donc le plus facilement interprétable et sera donc très intéressant dans ce contexte obstétrical. Merci beaucoup, docteur Jean-Pierre, pour toutes ces informations intéressantes, cette discussion passionnante. Pour finir, est-ce que vous souhaitez aborder un dernier point pour nos auditeurs? Alors, juste revenir sur vraiment ce qui est pour moi le plus intéressant pour des monomères du fibrine, c'est cette valeur prédictive négative, la possibilité de pouvoir faire un diagnostic au niveau de la pré-CVD et aussi finalement, il sera intéressant de creuser quand même et de continuer à faire des études sur le ratio monomère de fibrine des dimères, parce que ça, je pense qu'il peut avoir effectivement aussi tout son intérêt, comme l'a montré l'équipe de Brest, mais je pense que dans d'autres situations, ça pourrait être intéressant également. Merci encore. Il est maintenant temps de clore cet épisode. Merci à tous pour votre écoute. Comme d'habitude, vous trouverez toutes les références bibliographiques dans la description du podcast. Et pour finir, n'hésitez pas à nous envoyer toutes vos questions à notre adresse email ask@stago.com. Nous serons ravis d'y répondre dans un prochain épisode. À la prochaine.